Vous vouliez intervenir très rapidement. Oui, un micro. En fait, j'ai besoin d'une précision de la part de Ronnie Broman en tant que représentant de MSF, de Boris Michel en tant que représentant du CICR. En fait, quelle est la partie qui vous empêche d'accéder à des villes comme Beni Walid et Sirte? Est-ce que c'est les CNT ou est-ce que ce sont les forces pro-Kadhafi? D'une façon précise, parce qu'on va essayer d'écrire ça et on veut avoir une information fiable. Voilà. Voilà un acteur. Je ne vais pas vous donner le scoop. Non, il y a trop d'enjeux. Voilà, on doit maintenant, nous, CICR et d'autres acteurs qui essaient d'entrer comme MSF à Sirte aujourd'hui, doivent régler ça avec les concernés. Maintenant, on peut faire un appel. Si vous voulez faire un appel, vous pouvez, en tant que média. Il faut que les humanitaires puissent entrer dans Sirte, faire leur travail. Maintenant, pour le reste, on s'en occupe. J'aurais du mal à être plus audacieux, non pas parce que je pense qu'il faut être absolument discret, je crois qu'un peu de pression médiatique ne peut pas nuire, mais je suis indirectement dans cette affaire, car, comme je le disais tout à l'heure, j'ai entendu plus que autre chose MSF déclarer ça. Donc le patron des urgences de MSF sera, j'en suis sûr, ravi de vous répondre. Je crois qu'il s'agit du CNT, mais je ne veux pas du tout aller plus loin. Ce sont les gens de MSF qui, s'ils estiment judicieux de le faire, le dire. Et je voudrais dire qu'en ce qui concerne l'opposition à la guerre, je l'ai dit depuis le début, maintenant que le débat se termine, je veux absolument le rappeler, je défends ici une position personnelle. Je ne représente pas Médecins sans frontières dans mon opposition à la guerre. Je représente, disons, une sensibilité humanitaire, mais pas Médecins sans frontières dans son ensemble. Non. Il y a des gens qui sont partisans de la guerre et d'autres qui sont opposés. On peut pas être les deux à la fois. Ça, je suis désolé. Donc, pas d'appel aux interventions. Oui, mais mon cher Philippe, tu parles des experts de la responsabilité de protéger. J'ai un peu sauté quand tu as dit ça, parce que tout de même, le problème de la responsabilité de protéger, il tient en 10 lignes exactement. Alors je veux bien qu'il y ait des experts d'un texte de 10 lignes, mais enfin, il faut tout de même pas exagérer. C'est assez simple. Il suffit d'avoir un peu de culture historique et politique pour comprendre ce qu'il s'agit de faire la guerre et d'essayer d'anticiper ce qu'on attend de la guerre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc il ne s'agit pas d'être un expert de la R2P, il s'agit d'avoir un peu de mémoire et d'analyse historique. Moi, je dis que, et par rapport à ce que vient de dire Rachid ou Monsieur Abidi, on peut dire, évidemment, tout le monde est contre la guerre, y compris les militaires, y compris les chefs politiques, tout le monde est contre la guerre. La question, c'est que quand la question de la guerre se pose, il faut dire oui ou non. Beaucoup de gens ont dit oui, et ce qui me préoccupe, c'est qu'un certain nombre d'humanitaires ont dit oui. Je rappelle qu'il y a une coalition internationale pour la R2P. La R2P, c'est la guerre. Il y a donc une coalition internationale d'ONG qui sont en faveur de la guerre. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur non, on n'est pas pour la guerre, pas ici, pas maintenant, pas comme ça, etc. La réalité, in fine, c'est celle-ci. C'est que la question qui se pose dans la R2P, c'est la guerre. Donc ceux qui adhèrent à la R2P adhèrent à la thèse des guerres justes. Et moi, je veux ajouter que je pense que c'est une régression, que le véritable progrès en droit international s'est fait quand le concept même de la guerre juste a été écarté comme justification inappropriée de la guerre. Eh bien aujourd'hui, par la petite porte, revient ce concept de guerre juste, adoubé par un certain nombre d'ONG. Je trouve ça regrettable. Là, il faudrait juste conclure. Là, il faudrait vraiment conclure. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas évoquées et on aurait dû développer plus longuement, notamment sur la question du dégel des avoirs libyens, parce que comment ces avoirs vont être utilisés, à quoi, est-ce qu'il y a des conditionnalités aussi concernant l'aide humanitaire, donc vous vouliez intervenir là-dessus, mais donc on ne va pas avoir le temps, mais c'est vrai que ça va être quelque chose d'important. Ensuite, sur la question donc, du financement de l'action humanitaire, ensuite, qui sont les nouveaux acteurs politiques libyens, donc de qui on parle. C'est vrai que là aussi, on aurait pu développer, mais en tout cas, ce sont des questions effectivement qui se posent. Et puis sur également la question de la déstabilisation, j'insiste peut-être sur
sur ce point, mais plusieurs pays ont réagi, notamment le président nigérien devant l'Assemblée générale des Nations Unies, donc il y a quelques jours, qui appelait justement les pays à réagir, à les aider justement à ce que la région ne soit pas déstabilisée. Je rappelle aussi qu'il y a des personnes, notamment pro-Kadhafi, qui se sont réfugiées au Niger, dont un fils Kadhafi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Interpol a émis une notice rouge pour demander l'extradition du fils de Kadhafi. C'est un footballeur, il va les aider. C'est un footballeur, bon, alors peut-être que les footballeurs vont les aider. Peut-être un petit mot de conclusion que je demanderai aux trois d'être assez brefs, notamment sur la question de la protection des populations civiles. Alors c'est vrai que l'intitulé c'était Libye, une guerre humanitaire pour interrogation. En tout cas, la question peut-être centrale, c'est la question de la population civile. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans la mesure où on intervient effectivement aujourd'hui en Libye, mais qu'est-ce qu'on fait concernant la Syrie, qu'est-ce qui se passe au Yémen, on n'a rien dit sur Bahreïn, tout le monde s'est bien empêché de parler sur un certain nombre d'événements qui se sont passés, sans oublier le Sri Lanka il y a quelques années. Alors qui est-ce qui peut... Peut-être Ronnie Broman, rapidement. Je suis vraiment très bref parce que ma conclusion, je viens de la faire, donc je vais pas la refaire. Je me demande simplement ce que diront un certain nombre des avocats de cette guerre lorsque, par exemple, le prochain soulèvement et la prochaine répression se produiront à Gaza et qu'on verra 1500 morts sous nos yeux comme cela. Est-ce qu'on va demander à entrer en guerre contre le gouvernement israélien? Voilà. Asni Abidi, pour conclure. Non, mais j'aime bien réagir au propos de René Ronald quand il a parlé de régression. Il y a certaines régressions dans l'histoire qui sont très fécondes. Et moi, j'aime les régressions qui fécondent et qui produisent quelque chose. Deuxième élément, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué qui est très intéressant. Est-ce que vous avez vu une manifestation dans un seul pays contre l'intervention en Libye? Encore une fois, s'il y a un bon usage d'une intervention pour protéger la population de Kadhafi, pas pour parler de la construction de processus politique. Ça, c'est un élément à prendre en considération. Ça veut dire qu'il y a finalement, comme s'il y a un accord, et c'est triste de dire ça, mais il y a presque un accord tacite de la part de la population civile d'avoir l'Alliance Atlantique intervenir en Libye. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi on se réjouissait de cette intervention-là. Dernier élément concernant les armes et le dégel, les deux sont c'est la même chose, parce que finalement, l'argent de Kadhafi a servi surtout à acheter des grands pays comme la Russie, comme la Chine et la Turquie au début. Souvenez-vous, 4 milliards. L'Allemagne, savez-vous que l'Allemagne a formé ce qu'on appelle la milice de garde, la première brigade de sécurité, ont été formées par la police allemande. Donc il y a des intérêts politiques. Aujourd'hui, c'est l'ambassadeur américain qui le dit, à Tripoli, la fortune de Kadhafi était estimée à 120 milliards de dollars. Et il le dit que c'est difficile en Libye de faire la différence entre l'argent public et l'argent transparent. Je termine en disant un élément important, c'est qu'en Suisse, on a par exemple à Genève le siège d'une société pétrolière libyenne qui s'appelle Tamoel. Le chiffre d'affaires est à peu près de 5 milliards de dollars. Et ça vous donne un peu comment ça a été le revirement. Cette société a été appelée à la rescousse par Kadhafi dans les moments difficiles. Pour financer la guerre, les patrons qui ont été tous nommés par le régime libyen ont refusé, ont gagné une bataille juridique pour que la société ne soit pas gelée. Et aujourd'hui, ils sont les premiers à applaudir la révolution libyenne et soutenir la révolution. Donc je crois que cet élément nous enseigne une chose. Dans la transition, il y a l'inclusion, il n'y a pas l'exclusion. Si le CNT commence à dire non aux anciens du régime à la manière irakienne du Baas, je crois qu'on est mal parti. En revanche, s'il adopte le profil bas et on travaille avec tout le monde, sauf ceux qui ont bien sûr les mains sales et qui ont détourné l'argent du peuple, je crois qu'on est sur la bonne route parce qu'encore une fois, la transition politique, elle se fait entre des acteurs qui ne sont pas forcément démocratiques, sinon on n'est pas dans un processus démocratique. Boris Michel. Oui, très vite. Voilà, on constate qu'il y a une approche au cas par cas. Dans des contextes, on intervient, dans d'autres, on n'intervient pas. C'est politique, qu'on se le dise. Le résultat, c'est que nous, sur le terrain, on est présent. Le CICR observe, qualifie juridiquement, est présent, répond. Et en ce qui concerne la Libye, voilà, on observe quelle est la stratégie de sortie de la coalition de l'OTAN à suivre, comment le CNT va-t-il intégrer et s'organiser à suivre, et comment va-t-on maintenant gérer les conséquences de ce qui est en train de se passer en Libye dans toute la région, à suivre également. En ce qui nous concerne, on reste vigilant, on reste dans le réseau et on continue le travail. Mais merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci à tous.